Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Bonsoir. Météo France avait prévu de la pluie aujourd'hui. Nous avons eu 3 gouttes et quelques bruines. Décidément, les perturbations se jouent des prévisionnistes et de leurs modèles. Parce que c'est la saison des cyclones. Cette saison ne dure qu'un mois, 1 mois et demi. C'est la saison où les eaux sont le plus chaudes. C'est en effet dans les eaux chaudes que ces ondes d'est puisent de l'énergie pour se transformer en tempête tropicale, voire en cyclone. Heureusement, ce sont des phénomènes très peu fréquents. Il n'y a pas de tempête tropicale en vue. Tant mieux pour les Antilles. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Ah, il y en a qui sont heureux de le dire et de le chanter. Content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Non, votre poste de radio n'est pas en mauvais état, il fonctionne bien. Bonsoir Catherine Laborde. Bonsoir Jean-Claude. Vous avez reconnu 4 septembre 1990, un lapsus, les trompettes tropicales. Ah non, je n'ai même pas entendu. Vous voyez, je l'ai pas entendu quand je l'ai fait, je l'ai pas entendu là non plus. Quand je vous vois à la télévision, Catherine, j'ai l'impression d'une danseuse. Peut-être, oui. Oui, c'est possible, oui. Je suis beaucoup toujours sur en déséquilibre sur un pied ou sur l'autre, oui, c'est vrai. Toujours en mouvement, toujours dans l'action. Oui. C'est sans doute pour imiter les nuages, je sais pas. Alors, je ne vous ai pas demandé d'être présente ce soir pour parler de la météo. Oui. Vous y excellez depuis plusieurs années. Mais plutôt parler de Catherine Laborde, la femme que l'on ne connaît pas et qui pourtant vient d'écrire un livre. Enfin, un autre livre, un nouveau livre. Nous avons toute la nuit pour en parler, Catherine. Mais la télévision, comment y êtes-vous arrivée ? À TF1, j'y suis arrivée parce que ma sœur Françoise y était et que je traversais une période de chômage comme comédienne. Et voilà, j'étais au chômage, j'avais un bébé qu'il fallait élever. Et Françoise m'a dit que Cardoz et Gillot cherchaient quelqu'un pour faire les météos du matin. Et j'y suis allée, je l'ai fait, voilà. Et vous y êtes restée donc ? Et oui, j'y suis restée, ça fait 18 ans maintenant. 18 ans ? Ouais. C'est un record ? Non, puisque... non, c'est pas un record, enfin, j'en sais rien. Non, il y avait déjà Sophie Davant. Il y avait, je pense que Sophie Davant présentait la météo plus longtemps que moi. Ouais. Bien, écoutez. Bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Fréquence Météo. Notre copain des Açores nous apporte le ciel bleu, les nuages sont en vacances, la plage sans le sable chaud, ça baigne. La télévision mène à tout, Catherine Laborde. C'était Alain, non ? Oui, c'est Alain Gillot-Pétré, ouais. Oh, j'ai une autre surprise à... Ça me fait toujours de la peine d'entendre sa voix. 31 décembre 1999. Oui, il est mort le 31 décembre 1999, oui. Et c'est ce jour-là que vous l'avez remplacé ? Et je l'ai remplacé au pied levé ce jour-là, oui. Non, je l'ai pas remplacé au pied levé parce que ça faisait déjà 4-5 jours que... jusqu'au bout, quoi. S'il avait pu, je pense qu'il serait mort à l'antenne, mais ça faisait 4-5 jours qu'il pouvait plus se lever, qu'il pouvait plus bouger. Il était resté chez lui. Puis là, il venait d'être emmené à la clinique, la veille au soir. Donc je l'ai pas remplacé au pied levé, mais j'ai appris au moment où j'arrivais pour enregistrer, pour faire la météo en direct, que voilà, j'ai eu un coup de fil de sa femme qui me disait que il venait de mourir. Oui. Oui. Grand moment des
Ça s'appelait comment cette émission déjà? Les tribunaux, les tribunaux des flacons délire. Le tribunal. Oui, hein? le tribunal, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'était bien, c'était très bien. Les projets étaient formidables. Ouais. Quelle est votre enfance, Catherine? Une enfance extrêmement préservée. Une enfance très un peu triste. Je sais pas pourquoi un peu triste. Mais c'est peut-être ma nostalgie juste qui me fait dire que c'était triste. On était 3 sœurs, j'étais au milieu, la seconde. Maman ne travaillait pas. Et mon père était professeur d'anglais au lycée Montesquieu. Et d'ailleurs l'autre jour, en bavardant avec Hervé Le Treut, qui est sans doute parmi l'un des plus éminents climatologues au monde, j'ai appris qu'il avait fait ses études secondaires à Bordeaux, et à tout hasard je lui ai demandé où et dans quel lycée, et c'était le lycée où enseignait mon père, et s'il avait eu un certain Robert Laborde comme prof d'anglais, et oui, et il s'en souvenait très bien, bien sûr. Mon père avait une forte personnalité, et je pense que la plupart de ses élèves se souviennent encore de lui. Donc ça m'a beaucoup touchée. Voilà, et puis maman travaillait pas. Maman avait été couturière dans sa jeunesse, et quand elle s'est mariée, elle a arrêté de travailler comme ça se faisait à l'époque pour élever ses enfants. Alors, je dois dire que vous avez une extinction de voix, Ah oui, il fallait que je dise que j'ai une extinction de mais voix. que vous êtes quand même venu professionnel jusqu'au bout. Ah oui, évidemment. C'est un vrai plaisir en plus d'être avec vous. Donc je ne l'aurais pas raté pour rien au monde. C'est gentil. Mais j'ai une extinction de voix, oui. Heureusement que vos micros me prennent bien, j'espère qu'on m'entend quand même. Non? Mais oui. Sauf que j'ai pas la voix que j'ai d'habitude, quoi. Mais cette voix, elle est... Quand je vous regarde annoncer la météo, j'aime bien la fin. Excellente soirée, même s'il n'y a pas eu du soleil ou s'il n'y aura pas de soleil. Oui. Est-ce que la météo... est-ce que vous vous levez tôt le matin pour aller... Bah plus maintenant. Maintenant, je fais plus les petits matins parce qu'il n'y a plus de petits matins à TF1 sauf le week-end. Donc bon, le week-end c'est un peu plus tôt, mais c'est quand même beaucoup moins tôt que ça ne l'a été, quoi. Vous pouvez nous raconter Oui. une journée de Françoise... de Catherine Laborde, pardon, Une journée. excusez-moi. Non, on nous a toujours confondus. Même mon père, il se trompait de prénom. Ça commence en semaine, ça commence par une visite à Météo France, parce que les ingénieurs prévisionnistes se mettent d'accord sur les prévisions de la journée vers 10h du matin. Donc on peut pas y aller avant, c'est pour ça que je vous dis que c'était pas très tôt. Donc on y va vers 10h15, et puis après on part à TF1, et puis on fait faire les cartes par les graphistes, et puis on se prépare. Voilà, c'est un peu long, parce que c'est toute une équipe qui travaille, quoi, qui met en forme ce qu'on veut dire à l'antenne. Et puis ensuite, c'est le bulletin en direct à 2h moins le quart. Et puis après, on recommence le travail dans l'après-midi. On refait d'autres cartes. Et là, on enregistre vers 6h du soir des bulletins qui sont diffusés avant et après le journal. Voilà. C'est pas vraiment en temps réel, alors? Vous voulez dire que c'est pas en direct? Non, le soir, c'est pas en direct. C'est pas en direct parce qu'on encadre le journal, et si c'était en direct, ça supposerait qu'il y a des énergies, des gens qui travaillent pour le journal, qui sont occupés à faire la météo, et il faut que tout le monde est mobilisé pour le journal juste avant 20h, donc on fait la météo avant, quoi, voilà. Alors je vous ai surtout demandé de venir, Catherine Laborde. J'ai reçu le livre il y a 2 mois, ça c'est le privilège des hommes de radio et de télévision, Oui. et puis j'ai eu la surprise de voir que la couverture avait changé, les draps sont beaucoup plus froissés, beaucoup plus visible. C'est-à-dire que c'est pas la même couverture. Vous, au fond, vous avez un livre qui a été tiré à, je sais pas, 100 exemplaires, mais c'était des épreuves non corrigées. J'avais pas tout à fait fini de structurer le livre, mais bon, c'était important que des gens comme vous puissent le lire en amont et puissent savoir. Mais voilà, ça fait qu'il y a que 100 exemplaires comme ça qui sont violets, tous les autres sont blancs. Oui. Mais c'est beaucoup plus beau en blanc d'ailleurs. Il est en vente depuis peu. Il est en vente depuis la Saint-Valentin. Déjà depuis le 14 février. Oui, c'est ça. D'autres émissions de radio ou de télévision pour ce livre, Catherine? Oui, j'ai fait Le Fou du Roi, Les Grosses Têtes, le journal de RTL, l'émission de Alexia Laroche-Joubert sur Europe, et puis France Bleu, Côte d'Azur, France Bleu Normandie, j'en oublie. Est-ce que les animateurs ou les présentateurs vous ont dit que ce livre est un vrai bijou? Comme vous me le dites là, non. Mais il y a des gens qui étaient très très gentils. Ouais, j'ai fait un truc aussi avec Patrice Carmouze qui a été très sympa pour sa télé parisienne.
Et quelquefois, j'ai rencontré quand même à 2 reprises déjà des gens très hostiles. Très, très hostiles. Non. Si. Des hommes? Non, une fois c'était une femme. Non. Bon, elle n'avait pas lu le livre, mais enfin elle savait de quoi ça parlait. Mais qui me reprochait d'être dans un discours très traditionnel de femme soumise au désir masculin et qui, pour garder l'homme, accepte d'être trompée sans jamais rien dire. Et puis l'homme, c'était ça, l'homme, je sais plus comment il s'appelait, c'était chez Stéphane Bern au Sous du Roi, qui m'a reproché d'avoir écrit un truc où finalement l'amour c'est toujours de la douleur, c'est toujours du sacrifice. Enfin, ces 2 personnes étaient obsédées par le fait que j'écris un livre sur le sacrifice des femmes pour les hommes dans l'amour, alors que bien évidemment c'est pas ça que j'ai voulu écrire. Je ne serai pas mauvaise langue. Je n'imaginerai pas que ces hommes ont été des hommes trompés. Peut-être que vous n'êtes pas si mauvaise langue que ça. J'écris ce livre pour les femmes éplorées, les femmes trahies, les femmes abandonnées. Je sais, j'ai partagé leur sort. Moi aussi, on m'a trompé, trahi, abandonné. Je sais, je connais le chagrin, la douleur, la haine, l'humiliation, la solitude, les hurlements silencieux, la nausée, le poids dans la poitrine, le ventre, la nuque, l'indifférence nauséeuse au monde et à ses appétits, le vieillissement brutal du corps, la jeunesse inutile du cœur, et le désir effréné d'étreinte impossible. Je sais. Et pourtant, je veux bien souffrir encore toutes ces horreurs. Non que j'en ai tiré sagesse ou volupté, non pas que la douleur s'émousse avec la répétition. Seulement, voilà, l'incroyable arrive. Dans la solitude du chagrin, lentement, insensiblement, la douce joie naît. Et c'est bien la même cause. La tromperie, l'infidélité de l'aimer, qui produit la douleur et puis la joie. Je ne connais pas l'ivresse, le bonheur ou le malheur de tromper. C'est beau comme du Christian Bobin. Et venant de moi, pardonnez-moi de me mettre en avant, mais c'est vraiment un compliment, Catherine. Ah oui, j'ai des textes de Christian Bobin que j'aime beaucoup, vraiment. On s'est jamais rencontrés avant, hein? Non, jamais, on se connaissait pas. On n'a pas préparé l'émission. Non, et on ne savait pas qu'on lisait Christian Bobin. Vous n'êtes jamais dans la plainte. Oh non. Je pense que vous faites le tour, avec ce livre, des sentiments de toutes les femmes. On va oublier les mecs, hein, pendant quelques heures. Quand vous écrivez « Je ne connais pas l'ivresse, le bonheur ou le malheur de tromper », c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, parce que je pense que je suis pas très douée pour tromper, quoi. Je sais pas tromper, mais j'ai des amies femmes qui trompent et qui ont un homme et puis un amant, un compagnon et d'autres amours et qui trouvent de l'énergie chez les uns et chez les autres et qui après répercutent cette énergie sur celui qu'elles ont un peu délaissé. Et chapeau, quoi, chapeau. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas. Et puis aussi, je pense que c'est parce que l'homme que j'aime mobilise toute mon attention et toute ma ferveur. Je suis un peu mystique quand j'aime. Dans la séduction? Ou dans la vigilance. Je pense que l'amour est une chose extrêmement rare dans la vie et que quand ça vous arrive, il faut tout mettre en œuvre pour le faire vivre et le nourrir, et c'est pas toujours évident. Alors il y a certaines femmes qui le nourrissent par la tromperie, mais ça je connais pas. Donc voilà, j'ai pas pu parler de ça dans mon livre, mais je rapporte quelques témoignages quand même. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que cette vigilance, cette attention, elle peut continuer à s'exercer même quand on est trompé, et l'amour peut être plus fort que la tromperie de l'aimer. Vous pouvez répéter, l'amour peut être plus fort que la tromperie de l'aimer. Pourquoi vous écrivez? Et pourtant, évidemment, commune à toutes les femmes qui ont accepté l'épreuve de l'infidélité de leur aimé, peu importe, au fond, si je suis né trompé, ou si je le suis devenu, j'ai été, je serai trompé. Oui.
Et oui, oui. Vous savez, il y a un moment où, quand on est trompé la première fois, on se dit « Ah là là, le salaud, mais c'est dégoûtant, c'est incroyable ». 2 fois, 3 fois, puis vous savez, la vie fait qu'on connaît plusieurs amours, enfin, où j'ai eu cette chance-là. Et chaque fois, je suis tombée sur des hommes qui n'étaient pas fidèles, dont je n'étais pas la seule aimée, la seule, l'unique compagne. Je me disais, bon, à force, j'ai pensé que c'était moi, la cause. C'était pas le hasard qui m'avait conduit. Je n'ai jamais connu que des hommes infidèles. Mais comment les femmes répètent toujours les mêmes schémas? Oh, comment tout le monde répète les mêmes schémas, Jean-Claude. Vous croyez? Vous, je suis sûre, bien sûr. On répète tous les mêmes schémas. J'ai fini de me regarder. Non, c'est sûr que... mais que dans cette répétition, en fait, c'est ça que m'a permis ce livre, c'est que dans cette répétition de la rencontre de l'infidèle, je puisse faire un pas de côté et me dire que même si c'est évidemment chaque fois un coup de poignard dans le cœur d'être trompé et que même momentanément une autre me soit préférée, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas la légèreté de l'amour, quoi. Et ça, j'ai mis du temps à le découvrir. Parce qu'il me semblait quand même que c'était plus noble de se réfugier dans les larmes et d'y rester. Non, ça n'est pas plus noble, ça n'est pas mieux. Vous écrivez un peu plus loin. Je vais avoir beaucoup de références quant à ce livre que vous avez écrit, Catherine Laborde. La passivité n'est pas pour me déplaire, et j'endosse volontiers le rôle de victime, pourvu que j'en sorte quand ça me chante. Oui. Oui, évidemment, c'est un livre qui s'adresse aux femmes, comme vous l'avez dit, mais je pense, je le dis plus loin dans le livre aussi, je pense que c'est un livre qui s'adresse aux femmes libres. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut accepter la soumission à l'amour et à ses diversités que quand on a fait l'expérience de sa propre liberté, c'est-à-dire de sa propre force, quoi. Vous parlez de soumission, oui, soumise à l'amour, Catherine Laborde, oui. Mais pas à l'homme. Non, soumise à l'amour de l'homme, mais pas à l'homme, bien sûr. Mais j'ai jamais rencontré d'homme qui veuille me soumettre, Dieu soit loué. Pour lui, il fera faire. Vous êtes du signe du chat, hein? Je suis du signe du chat, oui. Est-ce que ça a un rapport avec... vous croyez à l'astrologie? Quelquefois, quand ça m'arrange. Quand ça m'arrange. C'est une science inexacte comme la météo, qui peut se tromper aussi. Oui, mais la météo part d'équations physiques qui sont exactes, contrairement à l'astrologie. Cela dit, je suis très contente d'être du signe du chat. Le chat étant mon animal préféré. Ça tombe bien, à la sortie du livre, nous sommes dans l'année du cochon. Oui, mais il paraît que ce sont des années fastes, les années du cochon. Donc tant mieux. On ne peut rien éprouver de plus doux, de plus heureux et voluptueux que l'amour. On ne peut rien connaître de plus dévastateur, de plus douloureux que la tromperie de l'aimer. Le paradoxe est que derrière cette douleur, cette souffrance suffocante, se cache la joie, parce que c'est l'amour qui l'a fait naître. Et c'est là où je comprends les hommes qui vous intervieweront et qui ne comprendront pas que vous parlez de joie. Ben oui, parce que tout de suite la question c'est, mais alors c'est du masochisme, quoi, c'est la joie qui vient dans la douleur. Non, la joie elle vient après la douleur. Ce qui est extraordinaire, c'est que après cette douleur, quand on accepte d'être traversé par la douleur et de ne pas s'y arrêter, et qu'on se retrouve dans la solitude, parce que c'est pas dans un dialogue avec l'aimé que la joie arrive, c'est vraiment dans la solitude. On se rend compte que, de manière incroyable, l'amour qu'on porte à l'aimer est toujours là, aussi vivace, aussi présent, et forcément aussi joyeux. Contrairement à Aragon, je ne crois pas qu'il y a d'amour malheureux. Je crois que l'amour est toujours heureux. Quand on dit que l'amour est malheureux, ça veut dire que l'amour risque d'être cassé, ou qu'il arrive à la fin, ou qu'il est en danger. Mais l'amour, c'est toujours forcément heureux, quoi. Forcément. J'écris pour leur dire, vous vous adressez aux femmes, qu'il y a quelque chose après. Oui. Pas seulement l'oubli, l'indifférence, un autre amour. Oui, ça. Il y a quelque chose après? Oui, un autre amour. Un autre amour pour le même homme, ou pour un autre. Mais l'amour continue. Ce que je crois même, c'est qu'il continue pour le même homme. C'est ce que j'ai expérimenté. Vous avez reconnu l'homme aimé quand vous l'avez rencontré dans votre vie? Non, pas tout de suite, non. Vous l'avez rencontré beaucoup? Non.
Non. 1, 2, Surtout... le dernier? Non, enfin... J'ai aimé 3 hommes surtout dans ma vie, oui. Ce qui est beaucoup, hein, je trouve. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors ce sujet est un sujet qui va, je l'espère, passionner les auditrices. Mais vous parliez de masochisme tout à l'heure. Quand un homme, et à l'extrême quand une femme, Oui. retombe dans les mêmes schémas, n'y a-t-il pas une espèce de perversité à être malheureuse? Moi, je crois que j'aurais été beaucoup plus malheureuse avec un homme fidèle. Je me serais ennuyée. Il n'y a rien de pire que l'ennui. Je crois pas que j'aurais été plus malheureuse avec un homme fidèle qu'avec un homme infidèle. Je crois que je me serais ennuyée. Il n'y a rien de plus mortel que l'ennui. Ce qui est admirable dans ce livre, Catherine Laborde, c'est que vous ne parlez pas de vous. Mais alors vous avez fait le tour. Hein. Je crois que tous les cas de figure, on les retrouve. Oui, mais c'est vrai, je tenais beaucoup à protéger mes proches, les gens que j'aime de cette écriture. Et puis en plus, je crois que cette douce joie d'être trompée, elle ne se trouve que dans la solitude. Et c'est pas dans la présence de l'être aimé ou la présence des proches qu'on peut éprouver cette douce joie. C'est vraiment dans la solitude. Et c'est la même solitude qui m'a fait écrire. Donc j'avais aucune raison de mettre en scène et de mettre dans ce livre les gens que j'aime. Mais c'est leur amour et l'amour qu'ils me portent et l'amour que je leur porte qui m'a guidée. Et comment une femme peut être trompée? Ma question est à ras les pâquerettes, je sais. Mais comment un homme peut tromper la femme à qui il a dit quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois avant? Comment un homme peut-il tromper une femme? Comment se fait-il que la femme accepte d'être trompée? Je ne sais pas comment un homme fait pour tromper la femme qu'il aime, mais visiblement c'est sa liberté. Ça le virilise? Alors ça, c'est encore autre chose, mais ça c'est ma dinguerie à moi, mais il fallait bien que je l'avoue dans ce livre. Ma dinguerie, c'est ma dinguerie, quoi. Je me suis rendu compte qu'au fond, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Un homme qui trompe, c'est comme s'il gagnait encore plus de virilité, à mes yeux, l'homme qui me trompe. Comme si, vous savez, il était tellement séduisant pour les femmes que les femmes les courent après finissent par le capter et le mettre dans leur lit. Et alors, à mes yeux, ça le rend encore plus aimable et plus viril. C'est idiot, hein. Non, ça se défend. Ça se défend. Ça se défend dans le jeu. Ça se défend si on est à égalité, cet homme que j'aime et moi. Ça se défendrait pas si je constatais ça et qu'il s'en serve pour me soumettre à lui, quoi. Évidemment. Et vous êtes arrivé de rencontrer des hommes qui étaient déjà pris? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et alors, le sentiment, quel est-il? C'est qu'un homme n'est jamais pris, un homme n'est pas un objet. Un homme est avec une femme ou avec une autre, mais un homme n'est jamais pris. Et moi, je me suis trouvée prise d'un homme qui était pris de moi, et voilà. Alors après, l'autre femme avec qui il était pris, je ne sais pas s'il était pris ou épris, mais c'était pas... Je crois pas, contrairement à ce qu'on peut penser, je crois pas qu'il se passe jamais la même chose entre un homme et une femme. Je veux dire, le même homme n'est pas le même avec une femme et avec une autre. C'est pas qu'il soit un autre, mais comme l'amour c'est une interaction, c'est pas un truc qu'on pose comme ça, comme une pierre entre deux personnes. C'est une chose vivante entre deux êtres. Donc je pense que c'est toujours différent d'un couple à l'autre, même quand il y a un membre du couple qui reste le même dans les 2-3 couples, quoi. Vous pensez que... Pardonnez-moi, oui. Non, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, oui, je capte. Hein. L'homme est complexe et la femme est compliquée. Oui. Est-ce que c'est l'inverse? C'est les deux, ils sont tous les deux compliqués et complexes. Les hommes sont très compliqués aussi. Hein. On ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un d'autre, même de la personne qu'on aime. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose non plus de chercher à se mettre à sa place, ni de vouloir fusionner avec elle. Je pense qu'il faut reconnaître sa liberté. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile de reconnaître la liberté de celui qu'on aime.
C'est difficile de ne pas poser tout le temps des questions. Et qu'est-ce que tu fais? Et où tu vas? Et je veux dire, même moi, je me fais piéger tout le temps. Tu as rendez-vous, mais avec qui tu as rendez-vous? Enfin, je veux dire, c'est difficile de laisser à l'autre sa liberté. Hein. Vous lui avez dit que vous aviez rendez-vous avec moi ce soir à la radio? Oui, oui. Et alors il vous écoute? Non, je n'ai pas dit non. Bah alors, il n'est pas jaloux? Si, il est jaloux. Non. Ah si, il est furieux. Désolé, je la garde, je l'ai avec moi. Non, puis c'est bien un peu qu'il soit jaloux, franchement. Ça C'est fait vrai, partie tiens. du jeu, ça. J'ai discuté tout à l'heure avec des amis au restaurant, et toutes les femmes étaient d'accord pour dire c'est bien quand même que nous soyons un peu jalouses. Mais c'est-à-dire que la jalousie, ça fait partie de l'amour, quoi. Vous connaissez, vous, des gens qui arrivent à aimer sans être jaloux? Oui, Oui? oui. C'est difficile. Il y a toujours un réflexe. Mais c'est ce que je dis sur la liberté. C'est difficile de laisser libre l'autre. Il y a toujours un réflexe de c'est à moi, c'est à moi. Il Oui. faut lutter contre, mais Permettez-moi de lire un autre passage. Là, c'est en italique. Elle va déchirer, se ravise, la pose sur le tableau de bord. Tiens, je ne l'avais pas montrée. Je te la laisse. La seule image où on a l'air normaux ensemble, comme ça, tu pourras la mettre dans ta collection de femmes que tu as baisées. On est arrivé. Tu descends? Il a parlé lentement, sans élever la voix. Il ne la regarde plus. La photo est tombée par terre. Elle descend, elle marche sans se retourner entre l'immeuble. Elle a disparu. Elle en veut un peu pour elle. Elle traverse la Seine. Le ciel s'ouvre, immense, devant elle. Elle roule sur la voie express, lentement, très lentement. Elle suit le vol d'un couple de mouettes. Elles montent, descendent, frôlent l'eau, repartent côte à côte, se rapprochent, s'éloignent, se rejoignent à nouveau, divergent encore l'une de l'autre, plongent d'un coup vers un reflet de l'eau, ensemble, emportés puis aspirés à nouveau vers le ciel, dans le même courant d'air où leurs ailes carénées se balancent. Les conducteurs la doublent, rageusement, tentent des queues de poisson imbéciles. Tous, ils se ressemblent, les hommes. Ils ne regardent pas les oiseaux. Les mouettes crient « Mon amour, mon amour ». C'est du vécu, ça. j'aime beaucoup, beaucoup les mouettes. Ce sont des oiseaux extraordinaires. Ils sont toujours en train de voler contre. Et en même temps, ils se laissent porter par les courants, ascendants, descendants. C'est admirable, cette lutte contre l'air, et en même temps, cette passivité vis-à-vis des courants. Vous avez vu des mouettes dans une tempête? Ce sont les seuls oiseaux qui résistent. Ce sont quoi. les cris, surtout, les cris des mouettes qui sont très lugubres. Oui, moi, c'est les ailes carénées, quoi. Je veux dire, on dirait qu'en plus, comme ce sont des oiseaux blancs, on dirait vraiment des voiles de bateau qui prennent le vent, comme ça. Je trouve ça... Je trouve que c'est un vol à la fois extrêmement humble et en même temps tenace et courageux. Et puis on a la chance d'avoir des mouettes à Paris qui est si loin de la mer. Moi, vous savez, je suis née à Bordeaux, on était très proche de la mer. Et les premières années où je vivais à Paris, la mer me manquait tellement, tellement. Heureusement, il y avait les mouettes. Mais les mouettes peuvent être muettes. Oui, oui, mais elles signifient. Elles sont... C'est la comédienne, hein? Parce que vous êtes comédienne. Ah oui, oui, Catherine. j'aime beaucoup les textes. Oui, j'aime beaucoup les textes. D'ailleurs, vous ne vous en privez pas. Non, d'ailleurs, ce je m'en livre. prive pas. Oui, ça c'est vrai. De faire des références à de multiples, Oui. multiples auteurs. Vous écrivez, c'est drôle comme les femmes. Toutes les femmes semblent attirées par les hommes infidèles, dont elles savent d'emblée qu'elles vont les tromper. Qu'ils vont, pardon. Voyez le lapsus. oui. Qu'ils vont les tromper. Est-ce pur masochisme? Et là, vous allez faire hurler les femmes qui vous écoutent. Catherine Laborde, vous écrivez, la réponse est simple, évidente. Oui, toutes les femmes sont masochistes. Oui, mais après, je dis qu'elles ne le sont pas. Mais c'est vrai que dans le jeu de l'amour, le masochisme est une composante. Vous savez, pour écrire ce livre, je me suis appuyée sur 2 ou 3 figures de la littérature que j'aime particulièrement. Et en particulier sur Dominique Horry, qui a été la compagne de Jean Paulhan et qui a écrit ce très beau livre pour son amant et pour que le désir de son amant ne s'éteigne pas, qui s'appelle Histoire d'eau. Et Histoire d'eau est évidemment
un livre d'amour et de jeu masochiste, mais c'est du jeu. Et sans doute l'amour et le plus l'amour quand il est le jeu, quoi. Le masochisme pour sans jeu, c'est pas rigolo, je veux dire, c'est juste de la victimisation, c'est pas intéressant. Mais le masochisme, le jeu du masochisme, inventé par une femme pour l'homme qu'elle aime, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un livre magnifique, Histoire d'eau. Vous est-il arrivé d'être en colère? Hier soir, oui, c'est là que j'ai commencé à perdre ma voix. Folle de rage. Ma mère était espagnole, vous savez, j'ai des crises de colère aiguës. Pour une histoire d'amour? Non, hier, c'était pas pour une histoire d'amour, c'était pour une histoire de boulot. Non, mais je parle pour une histoire d'amour. Accessoirement... La colère en amour? Oui. Oh oui, je fais des grandes scènes. Je vous vois dévastatrice. Je le suis. Vous cassez les assiettes. Je fais tout ça, je claque les portières, je claque la porte d'entrée, je jette les fleurs par la fenêtre. Vous mettez des baffes? Non, je tape pas. Je vide les armoires. Je vide les armoires. Je fais la valise. Je jette la valise par la fenêtre. Je crie, je trépigne. Je suis ridicule. Mais c'est de la douleur, c'est de la souffrance, ou Oui. c'est une autre façon de dire à l'homme qui est en face de vous, mais tu ne vois pas que j'existe, je t'aime, pourquoi m'as-tu fait ça? Ah non. 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 C'est juste de la colère. C'est pas je ne veux pas que... Vous comprenez, je comprends trop bien pourquoi un homme me trompe. Je vais pas le culpabiliser parce qu'il m'a trompé. Ça me rend folle de colère, folle de rage. Mais je vais pas lui dire, regarde ce que tu m'as fait, regarde, tu as fait de moi une pauvre malheureuse. Ça non, ça non. Ça non. Vous avez votre fierté? Ma fierté, elle est là, oui. Oui. Orgueil ou fierté? Je sais pas. Je sais pas, mais je veux pas comment dire, humilier, oui, mais victime d'un homme, non. 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 Je suis malheureuse quand j'apprends que je suis trompée. Je fais des scènes, je crie, je tempête, mais j'ai jamais pensé que l'homme que j'aimais était coupable de me tromper. Jamais j'ai demandé qu'il me demande pardon. Ça me viendrait même pas à l'idée. Et je me souviens que quelquefois un homme m'a demandé pardon. J'ai trouvé ça... c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine qu'il me demande pardon. Puisqu'on s'aime, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il demande pardon? Quand on s'aime plus, là, c'est compliqué. C'est là qu'il faut peut-être se poser la question. C'est là que la tromperie est utile, quoi. Parce que la tromperie, c'est une sorte de pirouette qui permet une séparation. Voilà, tu m'as trompé, je te quitte, tu m'aimes plus. Et en fait, c'est parce qu'on l'aime plus qu'on le quitte, c'est pas parce qu'il vous a trompé. Donc, merci la tromperie. Ça permet de se séparer de manière vite et bien. Voilà. Tu m'as trompé, je te quitte. Mais c'est pas parce qu'il m'a trompé que je le quitte, c'est parce que je l'aime plus. Ça, c'est vachement intéressant. Pardonnez pour le fâchement. C'est pas parce qu'il m'a trompé que je le quitte, c'est parce que je ne l'aime plus. Oui. Alors là, les hommes, nous allons en prendre plein les oreilles. Non, mais à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pas forcément la tromperie qui provoque la rupture, mais la tromperie révèle que l'amour est pas assez fort pour aller au-delà. Et alors, autant se quitter. Est-ce qu'une femme quitte un homme pour aller vers un autre homme? Je pense, oui. Comme les hommes, alors? Oui, sans doute. Mais je pense que les hommes et les femmes sont plutôt égaux. Oui, je pensais que quand une femme quittait un homme, ce n'était pas pour se précipiter dans les bras d'un autre homme, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'amour, et que la femme avait besoin d'un moment de repos, de répit, pour comprendre ce qui était arrivé. Moi, j'ai jamais connu de période où je n'étais pas extrêmement amoureuse d'un homme. C'était pas forcément toujours le même, mais je ne me souviens pas avoir été sans amour pour un homme, non. Ce qui voudrait dire, Catherine Laborde, que vous avez toujours renoncé à votre liberté?
que je n'y ai jamais renoncé. Non, parce que vous écrivez, aimer, c'est accepter de renoncer à sa liberté. Mais pour renoncer à sa liberté, on doit d'abord l'avoir gagnée. Voilà. Pour aimer, il faut avoir été libre. Oui. Donc vous comprenez très bien ma question. Oui. Oui, c'est ça. Je peux renoncer à ma liberté, mais c'est un asservissement volontaire. Je sais ce que c'est que la liberté et j'y renonce. J'y renonce pour l'homme que j'aime. Mais ça ne veut pas dire que je suis soumise à cet homme-là. Ça veut dire que je suis soumise à l'amour que j'ai pour cet homme-là. Pardonnez-moi, mais page 139, vous écrivez, attention, ce que vous dites, parce que le livre, je l'ai sous les yeux. La douce joie d'être trompé peut être une joie de soumission à l'homme aimé, mais c'est toujours un asservissement volontaire. Oui, exactement. Voilà, oui. Attendez, expliquez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que pour être soumise à l'amour, il faut d'abord avoir connu la liberté. Quand je dis asservissement volontaire, ça veut dire qu'on sait ce que c'est que sa liberté. On l'a gagnée. On l'a connue. Et cette liberté-là, on l'offre à l'homme qu'on aime. On l'offre, c'est un cadeau. Mais ça ne veut pas dire qu'on y renonce. Enfin, ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux dire que pour bien aimer, il faut avoir été une femme libre. Il faut d'abord avoir été libre. Pour le traduire de manière plus concrète, on ne devrait jamais demander à l'homme qu'on aime qu'il soit responsable de sa vie familiale, sociale, professionnelle. Il faudrait construire sa vie toute seule. Et puis il y aurait l'amour pour l'homme qu'on aime. Mais pas demander à l'homme d'être l'amant, le pourvoyeur d'argent, le pourvoyeur d'enfants, le pourvoyeur d'assises sociales, le pourvoyeur de vacances. Parce que ça c'est aller contre sa propre liberté. Sa propre liberté, c'est de se construire soi-même son indépendance financière, son indépendance sociale, son indépendance économique. Ça, c'est des choses concrètes. D'être une femme libérée ? D'être une femme libérée. Ou une femme libre, tout simplement. Ouais. Et puis, une fois qu'on a acquis cette liberté financière, sociale, économique, l'asservissement de l'amour, évidemment, il est possible, puisqu'il n'est pas économique, matériel. Vous comprenez ? Oui. Quand vous avez dit cadeau tout à l'heure, pour moi, cadeau égale présent. Vous écrivez « L'amour devrait être sans lendemain, sans espoir d'un futur commun, dans l'éternité du présent. » Ah oui. Ah oui. Et là, je me réfère encore à Bobin. Oui. Oui, bien sûr. Je me méfie beaucoup du mot construction en amour. Je crois qu'amour et construction, ça ne va pas ensemble. Je crois qu'il faut être prêt à s'émerveiller tous les matins que l'amour soit au rendez-vous. Et qu'il faut savoir que du jour au lendemain, l'amour peut disparaître. Et donc il faut essayer de le vivre complètement tant qu'il est là. Parce que je ne sais pas comment naît l'amour, je ne sais pas comment il meurt non plus, mais je sais que ça, quand il est là, il est immortel, éternel. Et puis la minute d'après, il peut ne plus être là. Il faut l'accepter. Serait-ce la sagesse ? Oui. Je ne suis pas sûre d'en être toujours capable, mais je pense que c'est la sagesse, oui. Je ne vous ai pas posé la question. Non, mais je ne suis pas dupe. Vous évoquez Apollinaire à plusieurs reprises. Oui. Vous vous souvenez du pont Mirabeau ? Oui. Vous voulez bien ? Oui. Merci, j'adore ce poème. Je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Je vous aiderai. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passe l'onde Silas. Des éternels regards, l'onde Silas. Passe des éternels regards, l'onde Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Bravo Catherine. C'est un beau texte. Le pont Mirabeau est très laid, on est à côté là.
Mais ce texte est magnifique. C'est un texte, un très beau texte, effectivement, de cet homme qui a écrit aussi 11 000 verges. Oui, oui, et qui a beaucoup trompé les femmes qu'il a aimées. Mais j'aime beaucoup et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai appelé la première partie la peine et la deuxième partie la joie. C'est à cause d'Apollinaire. Donc pour vous... Ou grâce à Apollinaire. Oui, grâce. Mais pour vous, donc, si je comprends bien le message de ce livre, Catherine Laborde, accepter d'être trompée pour connaître le sens profond de la liberté, est-ce que c'est le message? Oui, peut-être, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que la tromperie de l'être qu'on aime, c'est une épreuve redoutable. Si on en sort debout, si on en sort aimante, on a conquis quelque chose de formidable pour soi. Pour soi. D'être dans l'amour après cette épreuve. Vous savez, c'est comme dans les contes de fées. Bon, c'était les princes, c'était pas les princesses, mais transposons. Les princes avaient plusieurs épreuves à faire. Et quand ils avaient franchi ces épreuves, ils avaient accès au trésor ou à la princesse. Eh bien voilà, la tromperie, c'est la plus grande épreuve qu'on puisse subir. Je ne parle pas de la mort de l'aimer, parce que ça, c'est pas une épreuve, c'est autre chose. Je tiens ça à la prière. Mais dans la vie, dans le vivant, l'épreuve de la tromperie, c'est l'épreuve la plus redoutable dans l'amour. Et si on en sort vainqueur, c'est-à-dire dans l'amour, et bien en effet, vous le dites, c'est en effet à ça que j'arrive. C'est une liberté pour soi, et c'est un amour encore plus vivant pour l'autre. Sans être du tout dans la provocation, je pourrais vous dire, Catherine Laborde, mais vous croyez que ça nous fait rire, à nous les hommes, de tromper les femmes que l'on aime? Oui, je pense que ça Est-ce que vous me croiriez? Non, je crois que ça vous fait rire. Vous croyez? Les yeux dans les yeux, là? Oui. Non. De tromper les femmes que vous aimez. Et vous les femmes, quand vous trompez un homme, est-ce que ça vous fait rire? Moi, je trompe Non, mais je ne parle pas de vous. Vous, les femmes. Ah ben voilà, peut-être vous avez des auditrices qui vont nous dire que oui. Je sais pas, moi je trouve que tout est permis en amour. Et quand je dis ça, je sais pas où je mets des limites à ce tout. Hein. Même la trahison? Même la tromperie. La trahison de l'amour, c'est peut-être déjà qu'il n'y a plus d'amour. Hein. Je sais pas. La trahison. Je ne sais pas. Mais je pense que tout est permis si on reste dans le jeu, la légèreté. C'est-à-dire la complicité avec l'être aimé. Même sans tout lui dire. Mais quelque chose qui fait qu'on est, vous savez, dans le livre, je cite cette phrase de Bismarck, je trouve tellement drôle. Quand on est trois, il vaut mieux être l'un des deux. Vous savez, être toujours comme ça dans un lien. Mais vous rajoutez Bismarck, c'est un militaire, donc... Oui, mais comme Choderlos de Laclos, je dirais quand même que dans l'amour, il y a les mêmes stratégies qu'à la guerre aussi. Hein. Donc, d'ailleurs, dans les liaisons dangereuses, la Merteuil et Valmont, ils tiennent presque jusqu'au bout, cette complicité meurtrière entre eux. Ça existe, quoi. Donc même la trahison, oui, peut-être, même la trahison. Ouais. Entre celui ou celle qui trompe, qui est le plus coupable? Le trompeur ou le trompé? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Il y en a qui aiment plus, d'autres qui aiment moins. Il y en a qui jouent à tromper, d'autres qui jouent à être fidèles. Mais il n'y a pas de coupable. Ah non, il n'y a pas de coupable. On nous culpabilise sans arrêt dans la vie pour tout, alors pas en amour. Non, pas en amour. Vous écrivez certains trompent pour quitter. Oui. C'est pas la majorité des trompeurs, j'ai remarqué. Mais il y a des hommes qui trompent assez rarement, et quand ils trompent une fois, c'est la bonne chose. Oui, c'est ça, c'est pour quitter. Voilà. Mais la majorité des hommes, je pense, ils ne trompent pas pour quitter. Ils trompent... Pour? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ils trompent pour séduire, comme Casanova. Ils trompent parce qu'ils s'ennuient. Ils trompent parce qu'ils ont peur de leur femme. Ils trompent parce que ils veulent se prouver qu'ils peuvent aimer d'autres femmes que leur compagne. J'en sais rien. Je sais pas.
Alors, si vous ne savez pas, je vous pose la question. Et le sexe dans tout ça? Ah, mais le sexe et l'amour, c'est pareil. Non. Si. Si. Je fais pas de différence entre la chair, le corps, l'âme. C'est pareil. C'est pour ça, quand on dit un homme qui trompe, mais c'est juste comme ça, un petit coup de canif, allez, ça veut dire qu'un soir, grossièrement, il est allé comme ça, faire l'amour vite fait, mal fait à une autre femme. Non, non. Souvent mal fait d'ailleurs. J'en sais rien. Ils n'osent pas le dire, hein, les hommes. C'est toujours, c'est la plus grave tromperie. Même pour une petite chose comme ça. On ne sait jamais. Une toute petite chose peut devenir un grand amour. Le sexe, la chair, l'amour, c'est pareil. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Quand on va faire l'amour avec quelqu'un, on ne peut pas savoir si ça sera une toute petite fois, un immense ratage, ou un très grand amour qu'on n'attendait pas. De toute façon, l'amour a cette caractéristique qu'on l'attend jamais, ou qu'il arrive quand on ne l'attend pas. Je veux dire, il est toujours à côté, l'amour. Ça arrive jamais quand on en a besoin, envie, ça dérange. Donc, il n'y a pas de petites tromperies, il n'y a que des immenses tromperies. Mais ces coups de canif au contrat, comme vous venez de le dire, c'est quand même aller voir ailleurs. Il n'y a pas des coups de canif, c'est des coups de poignard. Aller voir ailleurs, c'est toujours un coup de poignard. Ça peut toujours être un grand amour qui naît quand on va voir ailleurs. La tromperie, elle est toujours énorme. Même si l'homme n'a trompé qu'une fois avec une femme dont il dit qu'il ne l'aimait pas, ça fait rien. Le désir qu'il a eu pour cette femme, l'appel qu'il a ressenti, qui a fait qu'il est allé jusqu'à elle, jusqu'à la déshabiller, jusqu'à l'allonger, jusqu'à lui faire l'amour, c'est l'amour. Alors peut-être qu'après, il est extrêmement déçu, elle aussi, et il se passe plus rien, ils se reverront plus jamais. Peut-être. Mais l'appel qu'il y a eu entre ces deux êtres-là, c'est la tromperie. Et peut-être que cet appel va donner un nouvel amour, et pour le coup, ça sera plus de la tromperie, mais ça sera un nouvel amour qui aura remplacé le précédent. Si j'entends bien Catherine Laborde, cela voudrait dire que les femmes trompées ne doivent pas en vouloir à l'homme qui les a trompées, mais au contraire lui dire écoute mon chéri, je n'ai pas su faire ce qu'il fallait pour te garder, tu as trouvé l'amour ailleurs, je t'aime, tu peux partir? Oh ben non. Non, oh non, ça se voit. Alors là, on retrouve le sacrifice, pas du tout. Alors non. là, non, pas d'accord, du tout. d'accord. Non, je crois bêtement parce que je suis optimiste. Je veux dire parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais je dis ça en prenant des précautions, mais en fait, je suis persuadée que c'est vrai. Je suis persuadée qu'on n'est jamais seul à aimer. Je suis persuadée, convaincue. Toutes mes expériences me le démontrent que l'amour est toujours réciproque. On n'est jamais seul à aimer. Jamais. On aime toujours à deux. Et quand on aime, et cette vibration d'amour entre deux êtres, quand on la ressent, c'est qu'on est aimé comme on aime. Et peu importe qu'on soit trompé ou non. Alors la phrase du genre « Tu peux partir mon amour, je t'aime, je veux ton bonheur puisque tu en as rencontré une autre », non, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mon œil. Mon œil. Oui. Ou alors, la femme est complètement fisterbée, comme on dit. Oui, ou alors elle se raconte des histoires, quoi. Pour ne pas être seule? Pour ne pas être seule, parce qu'elle veut se donner le beau rôle de celle qui laisse partir, l'homme qu'elle aime, patati patata. Pourtant, vous écrivez un peu plus loin, Catherine Laborde, je rappelle le titre du livre « La douce joie d'être trompée » aux éditions Anne Carrière. La trahison remet le sexe en jeu. Le sexe en jeu, c'est une jolie perspective. La douce joie viendra de là. Le sexe retrouve sa place dans l'amour, la place centrale. Oui. Oui, je pense que l'amour, c'est la chair. C'est la chair. Mais la chair, c'est les vibrations de la chair. Je me rappelle, je crois que c'est Pascal Quignard qui parle de ça. Quand Héloïse et Abélard sont séparés, c'est quand même le couple d'amoureux mythiques. Héloïse qui est religieuse et Abélard, je pense qu'il déjà peut plus faire l'amour. Héloïse lui dit, quand elle lui écrit des lettres, que ce dont elle se souvient le mieux de leur amour et de la dimension extraordinaire de leur amour, c'est de la chair qu'elle se souvient, et de leur coït, et de leur position, et de leur tremblement, et de leurs humeurs, de leurs odeurs, enfin je veux dire les choses les plus triviales de l'amour, quoi.
Héloïse religieuse, ayant connu sûrement ce que l'amour a de plus haut et de plus beau, eh bien c'est dans la chair qu'elle en témoigne. Vous voyez, on en revient à la chair. Toujours. Ne pas écarter ni le sexe, ni les corps, Oui. ni il me fout des coups, mais je l'ai dans la peau. Oui, il me fout des coups, peut-être qu'on peut faire autre chose que foutre des coups, mais on peut foutre des coups, je veux dire, si ça amuse. Si ça amuse. Mais il faut que ça amuse. Non, mais cette chanson de Piaf que vous devez connaître, c'est mon homme. Oui, c'est ça, au l'hymne à l'amour. Oui, Ah ouais. enfin bon. Mais vous avez remarqué, Catherine Laborde, que les hommes avaient beaucoup plus que les femmes le courage ou l'audace ou l'inconscience de dire à la femme qu'ils ont trompé. Ils ne préviennent jamais avant, ils ne disent jamais « chérie, je vais te tromper ». Non, mais souvent, les hommes sont beaucoup plus bavards que les femmes. Les hommes disent plus facilement à leur femme ou à leur compagne. Raison, oui. Peut-être, oui, c'est bien possible. Je ne parle pas d'expérience, quoique, mais c'est... Les femmes le disent moins. Peut-être, vous avez raison. Peut-être, oui. Peut-être. C'est ce qu'on appelait la pudeur féminine autrefois. Peut-être que les femmes aujourd'hui, même quand elles sont libres ou libérées, elles racontent moins leurs expériences amoureuses à leurs compagnons qu'eux ne le font. Mais peut-être à cause de ce que je vous disais tout à l'heure. Au fond, un homme qui trompe et qui le dit, il doit bien sentir que quelque part, malgré la douleur que ça peut faire naître chez la compagne, ça peut susciter un renouveau du désir. Peut-être, encore qu'il y a des femmes que ça casse complètement, mais peut-être. Alors qu'une femme qui avoue, ou qui avouerait à son compagnon qu'elle a des aventures ailleurs, je pense que l'image de la putain, qui est quand même très très ancrée dans l'imaginaire masculin, prendrait la place de la compagne chérie, quoi. Donc elles sont prudentes, les femmes. Elles sont prudentes. Vous pensez que toutes les raisons sont bonnes pour un homme de tromper la femme avec qui il vit? Je pense que toutes les raisons sont bonnes pour aimer, pour alimenter l'amour. Non, alors là, vous expliquez un peu plus, s'il vous plaît. Je ne sais pas si toutes les raisons sont bonnes pour tromper une femme. J'en sais rien, je ne suis pas à la place de l'homme qui trompe. Ce que je sais, c'est qu'on tout peut se vivre si c'est dans l'amour. Même la tromperie de l'homme qu'on aime. Ça peut se vivre. Et on peut en être contente après. Oui, mais alors l'humiliation de la femme trompée? Ah ben oui, mais quelquefois l'humiliation, bon, ça fait partie du jeu de l'amour aussi. Et puis ce que je veux dire, c'est pour ça que je le dis dès les premières pages du livre, que l'humiliation vis-à-vis des autres, c'est-à-dire de l'entourage, des gens avec qui on travaille, tout ça ne doit pas compter. Tout ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est de l'amour propre, on s'en fiche. L'amour propre, on s'en fiche. L'enfer. L'enfer, ce n'est pas la trahison. Ce n'est même pas la souffrance de la trahison. Je relis parce que c'est très important pour moi, en lisant ces phrases que vous avez écrites, Catherine Laborde, pour moi, et je pense aux femmes qui nous écoutent. Vous écrivez, l'enfer, ce n'est pas la trahison. Ce n'est même pas la souffrance de la trahison. L'enfer, c'est quand il n'y a plus d'amour, plus de désir. L'enfer, ce n'est pas de ne plus être aimé, c'est de ne plus aimer. Oui, et c'est ça l'enfer. Enfin, c'est l'ennui avec un E majuscule, comme l'écrit Baudelaire, quoi. C'est-à-dire ce monde où il n'y a plus d'amour, plus de désir. Et malheureusement, quelquefois, les couples qui ont construit leur vie ensemble, ils l'ont construit à ce prix-là, au prix de la mort du désir. Et c'est ça qui me semble le plus redoutable, plus que l'infidélité. C'est la mort du désir, la mort de l'amour. Donc, puisque je confonds le désir et l'amour, oui. L'émerveillement de l'amour, c'est que le désir reste aussi violent pour la personne aimée, quoi. Alors qu'il n'y a plus ça. À quel moment une femme peut véritablement penser dans sa plus profonde intimité que le désir est parti? Je sais pas. Je sais pas. Mais ça, c'est l'enfer, oui. À quel moment elle peut penser ça? Mais je sais pas, quand il est temps qu'elle quitte l'homme qu'elle a aimé. Mais je pense que c'est réciproque. Je pense que si elle ressent de l'ennui, l'autre aussi ressent de l'ennui. L'homme aussi. Pas de culpabilité. Quand on s'ennuie ensemble, on se sépare. On se trompe, on se sépare. Même une fois?
Une toute petite fois, un seul coup de poignard. Bah, si ce coup de poignard dénonce l'ennui qu'on a avec l'autre, il suffit, oui. Oui, d'accord avec vous, mais alors les coups de poignard, il y en a tous les jours, hein. Ah, moi, j'ai jamais quitté un homme parce qu'il me trompait, ça, c'est sûr. Vous n'aviez pas la patience des femmes de marins comme Chante Barbara? Si, moi, je Si. l'ai. C'est vrai que Bordeaux, le bec d'Ambès, c'est pas très loin. Oui, j'ai la patience des femmes de marin. Oui, oui. Oui, je Justement, l'ai. n'avez-vous pas eu trop de patience avec Non. les hommes que vous avez rencontrés? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les quitte parce qu'ils n'étaient pas là ou parce qu'ils me trompaient? J'aurais été beaucoup plus malheureuse de les quitter alors que je les aimais. Il faut pas quitter un homme qu'on aime. Il faut reconnaître qu'on l'aime encore. Il faut pas rester avec lui parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Je reviens à cette liberté parce qu'on dépend de lui financièrement, socialement. Bon, ça c'est nul. Enfin, c'est nul. Il faut d'abord acquérir cette liberté-là, je pense. Au prix de la souffrance, au prix de la solitude? La liberté économique, sociale, non, c'est pas une liberté au prix de la souffrance, c'est une liberté culturelle, c'est une liberté de lutte féministe. C'est important. Moi, j'ai 2 filles, je les élève pour qu'elles soient complètement indépendantes, des femmes fortes qui tiennent debout toutes seules. L'amour, ça doit pas être une béquille pour vivre, quoi, pour s'appuyer, pour... Non, oh non, c'est dégoûtant. Mais ça doit être quoi si c'est pas une béquille? Le désir, l'érotisme, la chair, c'est ça, Le plaisir? le plaisir, ouais, le plaisir. Le plaisir, se tirer l'un l'autre de plus en plus vers le haut, quoi. Que penser d'un homme qui vous tourne le dos dans le lit? Oui, ça arrive. Du mal, beaucoup de mal. Enfin non, j'en sais rien. Oui. En même temps, vous savez bien, on n'est jamais, je le disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr de l'amour. Donc un homme qui vous tourne le dos dans le lit, c'est une petite inquiétude. Même quand on se rapproche de lui? Vous voyez, on se rapproche de lui parce qu'on a eu la petite inquiétude que dans son sommeil, il vous oublie. Et tout d'un coup, on se rapproche et puis on voit bien s'il est indifférent ou pas. Et puis, si on le dérange, on se dit, mais il faut le laisser tranquille. Et puis enfin, c'est un jeu perpétuel, ça. C'est un jeu perpétuel. Avant de vous laisser avec les auditeurs, je serai court ce soir dans mes questions. Quelques notes que j'ai prises pour préparer cette émission. J'affirme que tout le monde est cocu. Mais c'est un mot féminin. Pardon, c'est un mot masculin. Oui. Qu'on ne trouve pas au féminin. Oui. Est-ce que tout le monde est cocu? Vous répondez comme vous le sentez, Catherine Laborde. Est-ce que tout le monde est cocu? Non. 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 Moi-même, je ne me suis jamais vécue comme une cocu. Comme une femme trompée, mais pas comme une cocu. J'ai utilisé volontairement le mot. Oui, oui. Hein. Cocu, vous savez, il faut être marié, il faut avoir un amant dans le placard, enfin, ou le mari une maîtresse dans le placard, enfin, je sais pas, c'est une sorte de tas de boulevard comme ça. Moi, j'ai jamais été mariée, alors, voilà. Non mais bon, gardons le terme générique, Bon, à moins que vous vouliez le changer. Peut-on partir en vacances quand on est cocu? oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, il faut savoir vivre seul, même quand on est dans l'amour avec quelqu'un. Donc partir en vacances seul, c'est important. Comment reconnaître un cocu ou une cocu? À 10 pas, à 20 pas Mais ça, je sais pas. Parce que le cocu, tel que vous le dites, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a les pieds en dedans. Vous savez, les femmes cocues, elles n'ont pas su retenir l'homme qu'elles aimaient, elles sont pas assez belles, pas assez ceci, trop cela. Les hommes pareils. Qu'est-ce qu'on peut se moquer d'eux? Alors que non. Je préfère le mot tromper, c'est vrai, que le mot cocu. Je vous aime bien le mot cocu. Mais... Cocu vient de coucou, hein? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Mais je sais pas si on les reconnaît, j'en sais rien. Moi, je reconnais les gens qui aiment, oui. On voit bien les gens amoureux. Ça, on le voit. On voit ces sortes de légèreté, quoi. Autre question stupide, mais je la pose quand même. Dites. Est-ce que les cornes sont indispensables au cocu? Oh non. Non.
Vous m'autorisez une réponse aussi simple Je que vous en ça? prie, oui. Est-ce que la morsure du cocu est venimeuse? Le cocu, le trompé ne doit pas mordre. Il peut s'en aller s'il est lassé d'être cocu, mais mordre est complètement inutile. Est-ce grave d'être cocu, Catherine Non, Laborde? non, c'est pas grave. C'est douloureux. Sur le moment, ça fait mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Certes, ce n'est pas grave, d'accord. Mais pourquoi rit-on des cocus? Parce qu'on a peur d'être cocu soi-même. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de l'être. Est-ce que tous les cocus sont dans l'annuaire? Sans doute pas, non. Faut-il être fier d'être cocu? Oh non, il n'y a pas de quoi être fier. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte non plus. Franchement. Peut-on être plus ou moins cocu? Non, je pense pas. Je pense pas. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de coup de canif ou de coup de poignard. C'est toujours un coup de poignard. Dernière question, Catherine Laborde. Est-ce que le cocu ou la cocu doit-il porter un uniforme ou un habit qui lui permettent d'être bien distingué de ceux qui ne le sont pas? Eh ben oui, aussi tous les cocus du monde pouvaient se donner la main, c'est ça? Pourquoi pas? Je pense que quand on a été trompé, on a une expérience de la vie, une expérience de l'amour supplémentaire et peut-être un peu plus d'indulgence pour les faiblesses humaines. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Alors cette douce joie dont vous parlez, sans trop dévoiler le livre, ce n'est pas le but, mais vous écrivez, quand bien même la douce joie d'être trompé ne serait qu'illusion, elle serait bonne, puisque c'est la joie. Certains n'avancent-ils pas que l'amour même n'est qu'une illusion? Ouais, j'aime bien ce mot d'illusion d'abord parce qu'il est prononcé par Madame du Châtelet qui a été une femme libre avant la lettre, puisque c'est une philosophe du XVIIIe siècle, mathématicienne, qui a été la compagne de Voltaire. Elle était à égalité avec Voltaire, c'est ça que j'aime aussi chez cette femme-là. Et quand elle parle d'illusion, j'aime bien ça, parce que d'abord c'est donc elle qui le dit, mais aussi parce que le mot illusion c'est comme le théâtre, vous savez, et que l'illusion comique de Molière par exemple, et que l'amour, quand l'amour accepte d'être mis en scène par les amants comme un théâtre, je pense que là on s'amuse vraiment beaucoup, et que la tromperie peut faire partie de ce jeu-là. Vous, quand vous avez terminé l'écriture de ce livre, Oui. qu'en avez-vous pensé? J'ai pensé, vous allez me trouver très orgueilleuse. Non, je vous en prie, dites. J'ai pensé que j'avais, au bout du compte, que j'avais écrit ce que je voulais écrire. Alors peut-être que j'en parle pas bien et tout ça, parce que mais je suis sur un fil quand je dis la douce joie. Je sais bien que je suis sur un fil et on me dit, ah, masochiste et tout. Mais j'ai voulu écrire ce truc que j'ai éprouvé toute seule, dans la solitude dans ma solitude. Et il fallait que je l'écrive parce que écrire c'est aussi de la solitude. Et voilà, je suis arrivée à l'écrire. À écrire ce que je voulais, oui. Écrire, c'est de la solitude, certes, Catherine Oui. Laborde, mais c'est aussi de l'amour que d'écrire autant de textes. Je recommande vraiment, j'ai eu un plaisir que je ne dissimule pas à lire ce livre. Et je dirais même, mesdames, mesdemoiselles, vous qui nous écoutez, ayez ce livre sur votre table de chevet. Quand un moment difficile arrive, relisez Catherine Laborde, lisez Catherine Laborde. Vraiment, j'ai pas envie de vous le dire pour vous faire plaisir, ni parce que vous êtes quelqu'un de télévision. Non, parce que je pense que là, ce n'est pas la femme comédienne ou télévisuelle, c'est la femme qui écrit. La femme, tout simplement. Oui. Tout simplement, si tant est qu'on puisse dire d'une femme simplement. Oui, non, c'est vrai, je pense que j'ai voulu être comédienne pour cette raison-là aussi, pour percer un mystère de l'amour, un mystère du secret de la vie. C'est un labyrinthe, évidemment. Et je pense que ce que j'ai appris depuis le temps, c'est que ce cheminement vers l'amour, c'est pas un cheminement vers être aimé, mais c'est un cheminement vers aimer. C'est plus compliqué. C'est tellement compliqué que vous écrivez à un moment, si ma mémoire est bonne, aimer veut dire renoncer. Ah bon, j'écris ça? J'aurais peut-être pas dû alors. Si, vous l'avez écrit, Catherine.
Oui, peut-être que je pensais aux mystiques du Moyen-Âge, je ne sais pas. Oui, essayez de continuer parce que je recherche la page. Comme c'était de mémoire, je n'ai Oui, aimer c'est renoncer. Aimer c'est renoncer, oui. Mais c'est renoncer. Oui, c'est Voilà, comme c'est la page 223. C'est comme l'asservissement volontaire, quoi. Vous écrivez aimer veut dire renoncer. C'est un double mouvement. On renonce et on s'ouvre en même temps. On accède à un secret, à une connaissance silencieuse qui ne s'écrit pas, ne se dit pas, même dans les aveux, même dans les serments, même dans les promesses. Les serments et les promesses sont d'autant plus nombreux en amour qu'ils n'arrivent pas à le réduire. Oui. Alors il le sacralise, et ainsi il le fige et le tue. Pas de serment dans l'amour, mais de la liberté. Oui. Ce mot revient souvent. Oui. Oui, je comprends qu'on puisse trouver ça contradictoire, que je parle à la fois de renoncement et de liberté. Mais le renoncement, si vous voulez, le renoncement, c'est le renoncement à la possession, le renoncement à faire de l'autre un double de soi-même, le renoncement à le posséder, le renoncement à la fusion. L'autre est définitivement l'autre. C'est bien pour ça qu'il y a amour. C'est parce qu'il y a deux pôles. Si on les réunit, il n'y a plus d'amour, on devient des paramécies. On se divise pour se reproduire. Et c'est dans ce renoncement à la possession, c'est dans le renoncement à la jalousie, dont on parlait tout à l'heure, que on accède à l'amour et à la liberté de l'amour. Oui. Pour vous et pour les femmes qui nous écoutent, ça vous fait plaisir de danser, hein? Ouais, ça vous a rappelé quelques souvenirs peut-être? J'adore cette chanson. Elle m'a toujours beaucoup plu. Je me rappelle pas, j'ai pas un souvenir précis sur cette chanson, mais elle me plaît beaucoup, oui. Je la trouve toujours bien quand je l'écoute. Est-ce qu'il y a une tentation de l'infidélité? Chez moi? Une tentation d'être infidèle? Parlons des hommes, parlons des femmes. Est-ce que les femmes sont tentées d'être infidèles? Évidemment, oui. Évidemment. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Je pense que les hommes et les femmes sont tous tentés d'être infidèles, oui. Mais je vous dis, moi, je ne suis pas héroïque de résister à l'infidélité. Je résiste à l'infidélité parce que ça serait trop compliqué. C'est pas mon truc. Mais le passage à l'acte en lui-même. Le passage à l'acte, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. C'est l'épreuve. Quand vous dites ça, mes poils se hérissent. Est-ce que cela voudrait dire je t'aime, mais je te trompe? Je sais pas, j'ai jamais trompé, moi. C'est pas à moi qu'il faut poser. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai, j'avais oublié. Jamais. Non. Et vous pensez, vous êtes définitive dans ce que vous écrivez. J'ai été, je suis et je serai toujours trompée? Je pense, oui. Je pense, oui. Je pense, oui. Quand je serai une très vieille dame, j'espère, j'aurai une très vieille dame, avec un jeune amant, je serai trompée encore plus qu'aujourd'hui. Comment l'imaginez-vous, l'homme à venir? Je l'imagine pas. Qui ne vous trompera jamais? Plus jamais? Oh, je l'imagine pas du tout. L'homme à venir, c'est l'homme que j'aime aujourd'hui, quoi. Mais voilà. Donc il me trompe. Catherine, merci. Je vous laisse avec les auditeurs et les auditrices, et peut-être un appel plus spécial vers les auditrices qui écoutent Radio Ici et Maintenant. Voilà, vous avez envie de communiquer avec Catherine Laborde, qui, je vous le rappelle, vient de sortir un livre, son 3e livre, La douce joie d'être trompé, un livre publié aux éditions Anne Carrière. Le numéro du standard est le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. C'était Radio Ici et Maintenant 95. Vous voyez, Catherine Laborde, comme il est difficile d'aborder un sujet comme... on ne peut pas parler de l'adultère. Non, parce que l'adultère, c'est entre gens mariés, quoi. C'est pas pareil. C'est pas un mot que je pense pas employer ce mot du tout dans mon livre, d'ailleurs. Auriez-vous abordé un sujet tabou dont il ne faudrait surtout pas parler? Je crois que c'est un sujet qui aborde des lignes névralgiques, fortes, oui.
et qu'on peut réagir très très mal à ce propos qui est pas incertain, mais qui est sur une ligne une ligne à vif, quoi, et qui peut aussi bien être la ligne de la plus grande douleur et la ligne de la plus grande joie. Une sorte de ligne de crête des émotions. Et oui, je crois que ça perturbe pas mal de gens. Et j'ai remarqué ça déjà quand je parle de ce livre. Comme quelquefois on m'oppose des thèses, quoi, mais moi j'essaye juste de dire quelque chose d'intime. C'est pas une enquête, c'est pas une confession, c'est un essai, comme vous le précisez. Voilà, c'est ça. C'est un essai d'essayer à travers les mots, d'arriver à cerner cette joie, quoi. Et c'est là où les femmes ne sont pas forcément en phase avec vous. Je parle pas des mecs, hein. C'est là où les femmes ne sont pas forcément en phase. Parce que vous encouragez. La tromperie. Oui. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus commode de se réfugier dans la douleur, quoi. De dire, oui, il m'a trompé, il m'a humilié, il m'a blessé. C'est vrai que c'est plus commode, quoi, de s'arrêter là. Mais en même temps, c'est qu'il n'y a plus d'amour si on s'arrête là, quoi. Donc c'est pas la peine de s'enfermer dans la douleur. Il vaut mieux à ce moment-là quitter, partir, plutôt que maintenir ce présupposé d'amour qui n'en est plus, pour rester dans une douleur commode. Catherine, je vous présente Sarah. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Oui, je vous remercie beaucoup parce que vous avez parlé de l'amour tel que je l'entends. Bon, je suis beaucoup plus âgée que vous. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'expérience que vous, mais j'ai la mienne. Oui. Et la question que vous n'avez pas... Enfin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez, quand un mari, disons, est volage, Oui. mais c'est sûr et certain qu'il continue d'aimer sa femme d'une autre manière, mais qu'il continue de l'aimer, mais est-ce que vous admettez, oui ou non, qu'il y ait continuité de la relation sexuelle dans le couple, Oui. même si le mari va ailleurs, mais est-ce que vous admettez que de la part de la femme ainsi que de l'homme, il peut y avoir un choix délibéré, choisi à la fois par les deux, d'une totale liberté pour l'homme de continuer ailleurs et la femme évidemment de sublimer cet amour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relations physiques entre eux. Est-ce que pour vous c'est valable? Écoutez, je crois que chacun invente l'amour avec l'autre et chacune l'invente avec l'autre. Donc si vous me dites, vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous parlez de vous là. Non, je ne parle pas de moi, mais je parle en fonction de toutes les confidences que j'ai reçues, en particulier d'une femme qui est écrivain, qui a beaucoup parlé de l'amour, et je pense que vous la connaissez, c'est Christiane Singer. Je connais son nom, mais je ne l'ai jamais lu, ça. C'est magnifique. Elle ne parle que de ça. Quand vous parliez, j'entendais Christiane, que je connais très bien. C'est superbe le langage qu'elle a. Et elle a traversé comme ça, justement, pour arriver à une sérénité, à une très grande joie. Et elle y est arrivée. Oui. Mais jamais c'est dit ça. Les gens parlent de l'amour, de la beauté de l'amour, de la sublimation de l'amour, mais ils ne disent pas s'ils ont accepté que les corps ne se rejoignent plus. Or, pour vous, dans ce que vous venez de dire, la chair compte beaucoup. Oui. Alors, votre compagnon que vous adorez il a une aventure qui n'est pas, dans les 3/4 des temps, mon expérience me prouve que l'homme ne décide pas de tromper sa femme. C'est les circonstances qui sont là, à droite, à gauche, bon, et surtout aujourd'hui, hein. C'est très difficile d'être fidèle aujourd'hui. C'est très difficile d'un côté comme de l'autre, parce que la vie, elle est partout. Et donc, mais ce dont où ça devient, si vous voulez, plus compliqué, c'est quand il y a attachement. On peut effectivement avoir une relation sexuelle ailleurs. Je dis pas forcément trahison. Pour moi, la trahison commencerait
à partir du moment où après cet acte assez inoffensif au départ, qui n'est pas d'une grande gravité, mais où il y a sentiment, où la relation, il y a une double relation qui s'installe, si vous voulez, pour l'homme. À la fois, il rentre chez lui parce que c'est son confort, c'est la femme qu'il a aimée en premier, et qu'il continue d'aimer, c'est certain, mais d'une autre manière, parce qu'il a l'esprit occupé ailleurs. Et s'il a l'esprit occupé ailleurs et qu'il tombe amoureux d'une conquête, ça se peut, c'est souvent vérifié. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'il veut s'en aller. Mais ça se complique parce que la femme devient vraiment très malheureuse et il arrive un moment, quelquefois, où ça ne peut pas. Vous dites, tant qu'il y a de l'amour, ça peut continuer. Oui. Mais sous quelle forme pour la femme? Justement, il y a quand même séparation des corps. Voilà, alors moi je ne pense pas, mais je vous dis, je suis prête à entendre le contraire, mais je crois que l'amour c'est d'abord la chair et les corps. Ah ben voilà. Je voulais vous l'entendre dire parce que ça, vous l'aviez pas dit. Or, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand l'homme est préoccupé ailleurs, avec un attachement, Oui. ça commence comme ça par un truc un soir ou n'importe où improvisé, mais quand l'homme commence à avoir un attachement ailleurs, eh bien, il va insensiblement se défaire de la précédente relation. Oui. Sur ce plan-là, Oui. pas sur le plan affectif. On est Oui. bien d'accord? Oui, oui. Il va continuer d'avoir, il a ses habitudes, les hommes adorent avoir des habitudes. Bon, et la deuxième chose qui m'a frappée toute ma vie et dont moi j'ai fait l'expérience, c'est cette espèce de pesanteur, de dramatisation que l'on met dans la relation conjugale. Alors conjugale, n'en parlons pas, d'où l'ennui. Relancer continuellement un mouvement d'aération, un mouvement vital dans un couple, c'est très, très, très souvent la femme qui le fait. Mais et oui. elle s'épuise à Oui. recréer de l'air. Oui. C'est ça que moi j'ai constaté pour ma propre vie. Hein. Oui. Moi j'ai adoré mon mari qui me l'a rendu. J'ai été mariée 35 ans, mon mari est mort. J'ai passé ma vie à ouvrir les fenêtres. Oui. Ah, mais Mon mari était heureux de ce qu'il y avait. Oui, oui. Moi je ne m'en contentais pas. Je suis très contente de vous entendre dire ça, Sarah. Je pense qu'en effet, vous avez été vigilante. Ah, tout Vous le avez temps. été vigilante pour votre amour, Oui, pour votre tout le mari. temps, tout le temps. Et ben voilà, je veux dire, Moi s'il je y avait peux une dire chose que je l'ai aimé jusqu'au bout. Voilà. Mais Sarah, très Sarah, lucide, Sarah, que ce soit un extrêmement dialogue. lucide. Sarah, que ce soit un dialogue. Oui, oui. Il y a une phrase de Sacha Guitry. Sacha Guitry dit « Si je ne parle plus à ma femme depuis 2 ans, c'est pour ne pas l'interrompre. » Nous sommes bien d'accord, mais moi je vais relancer la conversation tout le temps. Oh là là. Oui, voilà, vous avez été Je ne vigilante le en laissais pas amour. s'endormir. Oui, très bien, c'est Oh formidable. non, c'est pas possible. Mm, mm. Mais c'est insister énormément, et vous l'avez fait toute la soirée, pour dire qu'il faut de la légèreté, Oui, oui, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. oui, oui. Et puis vous savez, je crois que rien n'est dramatique à part la mort des êtres chers. C'est ce que je pense aussi, Sarah. Voilà, quand on en a fait l'expérience, mais hélas on l'a faite, et c'est déjà trop tard pour rattraper quelquefois d'autres situations. Oui. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Au-delà de la pire souffrance, on peut trouver la joie. Mais oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, et je merci. vous remercie parce que Merci. vous êtes un être exquis. Merci beaucoup, Sarah. Vous Merci. êtes un être exquis. Mais j'adore ce que vous dites. Merci Ah, ben, beaucoup, moi je suis aussi. d'accord avec vous. Je vous embrasse et bonne Moi soirée. aussi, bonne soirée, Sarah. Merci Au revoir. Sarah, au revoir Sarah. Catherine Laborde est l'invitée de l'antenne libre avec 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, et une autre phrase de Sacha Guitry, être bigame, c'est avoir une femme de trop, être monogame aussi. 08 92 23 95 20. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir. Et merci à votre émission, en tout cas. Bonsoir, Sandra. Enfin. Oui, c'est vrai que c'est très, très difficile. J'ai pas compris. C'est très difficile qu'un homme peut accuser des fois. Qu'un homme puisse quoi? Qu'un homme puisse de temps en temps se lâcher, quoi. Ah oui. Oui, mais nous parlons des femmes, Agnès ou je ne sais plus quel prénom. En fait, vous n'avez pas de questions à poser, comme d'habitude. La question,
08 92 23 95 20. Alors je comprends bien que vous n'ayez pas de questions, mais est-il besoin d'avoir lu le livre de Catherine Laborde et de parler de la tromperie, des femmes trompées? Catherine Laborde qui écrit à la page 109 dans un chapitre intitulé Jalousie: je reconnais la présence d'une autre femme entre mon homme et moi. Le goût de sa peau est différent. Le frisson qui le parcourt quand je le caresse dit sa répulsion pour mon geste. Et presque en même temps, son souffle suspendu veut que je continue quand même. Et c'est dans ce quand même que la saveur de sa peau, la douceur des caresses entraînent, raniment, exacerbent mon désir et le sien. Je l'appelle amour. Il ne manque jamais de lui rappeler qu'il n'est pas fidèle. Ce n'est pas une menace, c'est un fait dont il veut qu'elle soit bien persuadée. Il ne lui parle de ses tromperies ni quand ils se disputent, ni quand ils sont dans les délices de l'étreinte et qu'il lui chuchote à l'oreille des scénarios érotiques invraisemblables. Il le dit quand ils bavardent comme deux bons amis, sur un ton bonhomme et réjoui qui la sidère chaque fois. Et chaque fois elle s'émerveille de sa liberté. Il dit que c'est ce qui peut lui arriver de mieux à elle, qu'il la trompe. Quand il le dit, elle le croit. Mais s'il disait le contraire, elle le croirait aussi. Ce qui compte, c'est l'allégresse qui accompagne ce qu'il dit. Et puis, cette drôle de sensation qui lui laisse à penser qu'il fait ça pour elle. Oui, voilà. C'est pour son bonheur à elle qu'il la trompe. C'est incroyable. Et dangereux. Pour lui, pour elle. Mais le funambule sur son fil aussi court un grand danger. C'est ce danger qui donne sa valeur à son numéro. Plus le fil est haut, plus le funambule risque sa vie, plus le numéro est beau et applaudi. Il est, ce funambule. Il prend des risques. Il met leur amour en danger. Elle pense même qu'il se force, qu'il n'aime pas la tromper. Au matin, elle repose la question. Le matin, c'est plus facile, tout est plus clair, plus net, et ses arguties lui semblent farfelus. Il y revient pourtant en cherchant ses chaussettes, et toujours la joie de la tromper transparaît dans ses aveux. Elle voudrait des détails. Où, quand, comment? Comment elle est? Quel âge elle a? Elle fait quoi? Il rit, il répond à côté. Il ne dira rien. Il a trouvé ses chaussettes. Il est assis sur le rebord du lit. Il dit « J'ai tant de mal à te tromper ». Elle lui demande de jurer qu'il sera fidèle. Ça, jamais. Il rit devant la fenêtre ouverte. Les rayons du soleil s'accrochent dans ses cheveux roux. Dans le ciel, les hirondelles crient, s'éloignent et reviennent. Leur onde infernale est sans fin. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. La vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Oh l'eau, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous... La liberté de l'autre en amour doit être totale. Pour qu'elle le soit, elle ne doit pas seulement être dite et acceptée par celle qui aime, mais elle doit aussi se manifester par des actes. Il n'y a pas nécessité à tromper pour le prouver. La nécessité ne se situant pas de ce côté-là, de l'amour. La liberté à respecter n'est pas la sienne, mais celle de l'autre. Et donc, il n'y a pas nécessité à tromper, mais nécessité à éprouver la joie d'être trompé. Catherine Laborde, mais vous allez à l'encontre de toutes les idées, les formatages, les pensées uniques qui font que les femmes doivent être comme ça. Une femme qui est trompée, elle doit être triste, malheureuse, elle doit crier sa hargne et son coucou. Oui, et puis dans ces modes de fausse libération des femmes, il est de bon ton aussi de refuser cette humiliation de la femme trompée et cette soumission à l'amour. Je crois, moi, vous savez, là je participe en ce moment à une opération qui s'appelle l'opération à Rose Marie-Claire, qui a été lancée par Tina Kieffer et par le magazine Marie-Claire, sur l'éducation des petites filles. L'idée, c'est de transformer la journée des femmes en journée de l'éducation des petites filles. Et je pense en effet que c'est un combat extrêmement juste, extrêmement important pour la planète Terre et pour l'espèce humaine. C'est que toutes les petites filles aillent à l'école et soient éduquées. Quand les petites filles, toutes pourront aller à l'école, quand elles auront gagné cette liberté-là, du savoir, de la connaissance,
je pense qu'elles auront aussi accès à ce qu'il y a de plus beau dans l'amour. Parce qu'une petite fille qui n'a pas le droit d'aller à l'école, c'est une petite fille qui est soumise à la loi de l'homme. On lui fait croire que c'est l'amour, mais c'est pas l'amour. Là, c'est l'asservissement involontaire. C'est ce qu'il y a de pire dans la vie d'une femme. De pire. C'est pas ça que j'écris. J'écris exactement le contraire, quoi. Que cet amour-là, c'est un amour extrêmement érudit, savant et charnel à la fois. C'est-à-dire, c'est la liberté qui le fonde, quoi. Voilà. J'ai de moins en moins de voix avec l'heure qui passe. À 1h moins 20, j'ai plus du tout de voix. Est-ce que vous avez le sentiment intime que l'image de la télévision est complètement tronquée par rapport à Catherine Laborde que l'on voit parlant de la météo? Non, j'ai pas l'impression que ce soit tronqué, parce qu'à la météo, je me mets complètement en jeu, Jean-Claude. J'ai pas du tout cette impression d'être... Oui, mais enfin, vous comprenez la surprise de celles et ceux qui vous écoutent. Enfin, je ne sais pas s'ils sont surpris. Vous croyez qu'ils sont surpris? En ce qui me concerne, je suis surpris. C'est vrai? Oui, comme d'autres personnes que j'ai reçues, comme Isabelle Alonso. Vous voyez, surpris de ne pas avoir cette image formatée que les médias nous donnent, et de rencontrer des hommes et des femmes qui vivent, qui souffrent, qui aiment, qui parlent d'amour, qui parlent de liberté. Mais... Oui, mais moi j'ai l'impression quand je fais la météo d'être aussi, de mettre en jeu quelque chose de très intime comme dans ce livre. À un moment où quand on est à l'image, on s'expose complètement. Quoi. Mais là vous vous exposez en écrivant ce livre. Aussi, oui. C'est un peu tard, il est... Oui, ça y est. Je me suis rendu compte que je m'exposais quand je l'ai eu fini. Parce que l'écrire, c'était tout simple. Je vous disais tout à l'heure, quoi, c'est de la solitude. Mais maintenant qu'il est publié, que j'en parle, c'est pas pareil d'écrire un livre et d'en parler après. Hein. C'est pas pareil. Pourtant, vous n'aviez pas besoin d'avoir les médias en plus pour vous recevoir. Non, c'était... Mais alors, d'où est venu ce sentiment, cette envie d'écrire ce très beau livre? Et c'est l'amour, et c'est l'amour de l'amour, et c'est l'amour de la littérature, quoi. Et je crois que les deux choses sont ensemble. Je crois que... Je sais pas, entre l'amour et la littérature, le lien est tellement étroit que c'est pareil, quoi. Bonsoir, Benjamin. Oui, bonsoir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Benjamin. J'ai beaucoup aimé que vous dites qu'il fallait une journée des petites filles à la place de la journée des femmes. Oui, c'est une belle idée, hein. Pendant que je vous écoutais, parce que je vous ai entendu sur une autre radio, mais je ne vous avais pas entendu, vous, au départ. J'avais entendu un échange avec les auditrices. Et donc, j'avais pas envie de lire votre livre, cette fois-ci. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir vous entendre dès le début et que ce soit Jean-Claude qui parle de votre livre, parce que je sais très bien parler du livre. Et en même temps, je dessinais. Et j'ai dessiné une petite fille qui... Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu de jongler avec des balles. Oui. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez comment, au début, on jongle contre un mur avec deux balles et après, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et après, il faut rajouter de plus en plus de figures. Oui. Et c'est de plus en plus difficile de rattraper ces deux balles. Oui. Voilà, moi, en vous écoutant, tout d'un coup, je me suis dit, mais l'amour, c'est ça. Au départ, on s'applique parce qu'on voudrait être la meilleure et tout. Puis petit à petit, ça devient en même temps un jeu et en même temps un tas de choses qui viennent à la fois. Enfin, je sais pas comment me le dire, quoi. Ah, je trouve très très jolie votre comparaison. Hein? Je trouve très très jolie votre comparaison. Voilà. Oui, c'est là je parlais du funambule sur le fil dans le passage que j'ai lu, mais je trouve que jongler, oui, c'est ça. Et puis c'est cette notion de jeu que vous ajoutez, et puis le sérieux dans le jeu. Sérieux dans le jeu. Et vous jonglez vraiment entre la légèreté et le sérieux, et c'est ça qui est bon, qui est beau, voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est, je sais que vous n'avez plus beaucoup de voix, mais c'est tellement bon de vous entendre lire votre livre. Merci. Merci Benjamin, merci beaucoup. Ciao. Voilà, merci Benjamin. On n'aura rien su doute de Benjamin, enfin beaucoup d'intensité quand même, hein. Une jeune femme très intense, Benjamin. J'adore ça. Si vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, vous qui écoutez Catherine Laborde et cette antenne libre avec, vous avez, comme Sarah, comme Benjamin, envie d'entrer dans le dialogue, 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir Elena. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Catherine. Bonsoir Elena. Et puis bonsoir à tous. Alors, j'appelle, mais
C'est vrai que c'est un sujet assez difficile puisqu'il est de l'ordre de l'intime. Oui. Et puis, en vous écoutant, il y a eu des propos qui, dans ma tête, s'entrechoquaient dans ce que vous disiez. Et, par exemple, vous avez fait un délicieux lapsus en disant il n'y a rien de plus insupportable qu'un homme infidèle. Je pense que vous vouliez dire l'inverse. Oh, je ne sais pas, parce que c'est insupportable en même temps, un homme infidèle. Moi, je vous disiez que c'était très ennuyeux, un homme fidèle. Mais ah voilà, et vous je avez trouve que le plus pire, c'est l'ennui. Oui. En reformulant, en disant un homme infidèle. Et j'ai compris que c'était pas c'est vraiment sur un fil tendu, c'est vraiment de l'ordre de l'équilibriste. Est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien dans cette situation, est-ce que je suis pas bien? Et d'ailleurs, vous avez même conclu la conversation avec Jean-Claude en disant, lorsqu'il vous avait demandé quel était votre avenir, et vous disiez que c'était sans doute avec l'homme que vous aimez actuellement, s'il ne vous trompait pas. Donc cette petite condition aussi est venue un petit peu bousculer les propos que vous teniez auparavant. Fine observatrice, Elena. Ben oui, c'est pas facile à vivre, hein, l'infidélité. Non, parce que c'est un petit peu... En fait, vous décrivez bien ce côté... c'est une sorte d'équilibre. Parce que pour moi, quand même, l'amour, c'est une mélodie avec toutes sortes d'instruments. Et quand le concertiste qui est à son violon, lorsqu'il y a une corde qui se casse comme ça peut être un petit peu dissonant. Oui. Et ça, c'est une formule poétique que je donne, mais ce qu'a bien expliqué Sarah, c'est que vous l'expliquez vous-même que l'amour, c'est une alchimie entre l'âme et le corps, et les corps qui se mélangent, et les senteurs qui se mélangent, et les âmes qui se mélangent, et les sentiments, les émotions et les désirs. Et lorsqu'il y a une troisième personne, ça devient une relation triangulaire, et dans le passage que vous avez lu, vous l'évoquez un peu, et il se trouve que le désir est déporté un petit peu sur la rencontre, et il peut s'arrêter à une seule rencontre. Moi, j'appelle pas ça une tromperie. Je dirais que c'est une liaison, une rencontre. Ça peut être une liaison très courte ou une liaison qui va se perpétuer parce qu'il va trouver de l'agrément. Quand je dis il, ça pourrait être une femme aussi. Oui, hein. Donc l'autre personne du couple va trouver de l'agrément dans cette rencontre, et cette rencontre va peut-être devenir de plus en plus amoureuse. Et c'est vrai que la personne qui reste, qui est en dehors du deuxième couple qui se forme, perd un petit peu l'intensité de l'amour et du désir. De fait. Pas tout le temps, pas forcément. Il y a au moins, je pense qu'il y a au moins une période de cristallisation où ça doit se produire. Ce n'est pas possible autrement. Oui, sans doute, un peu moins de, oui, c'est ça. Oui, peut-être vous avez raison. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est pas de l'ordre d'une liaison presque triangulaire fantasmée dont vous avez besoin? Parce que quand vous dites les femmes aiment les hommes qui trompent, je ne crois pas que ce soit une vérité absolue pour tout le monde. Non, je crois pas non plus. Et alors, et sur ce que vous dites de la relation triangulaire, c'est-à-dire deux femmes et un homme, quoi, on est tout proche. Fantasmé presque. Oui, on est tout proche d'un désir homosexuel c'est ce que je pensais. Oui, et je voulais pas le dire, mais c'est. Non, mais si, parlons-en. Dans le livre, je me suis appuyée sur l'Olvestein de Marguerite Duras, parce que dans ce roman, Duras, elle traite de ça, quoi, de deux femmes qui sont extrêmement proches, et il y a un homme entre les deux, et il y a une femme qui, quand les deux amants se retrouvent, l'autre femme est dans un champ de seigle et devine ce qu'ils font comme ça, à quelques mètres d'elle, dans une chambre d'hôtel, et sans que ce soit jamais écrit par Duras non plus. C'est là, quoi, c'est là. Et moi, je sais pas, mais je suppose que c'est là aussi pour moi, bien sûr. Je suppose aussi que c'est là pour moi.
Et je suppose aussi que l'homme que j'aime, il m'aime tant, qu'il va aussi aimer d'autres femmes pour m'aimer mieux encore. Comme pour... quelquefois, j'imagine qu'il va aimer d'autres femmes pour me plaire, quoi. Mais peut-être je me trompe et je dis n'importe quoi, hein. Mais c'est possible. Et c'est pour ça que je pense vraiment, dans la façon dont vous le décrivez, hein, parce que moi, j'ai pas personnellement vécu ça, mais dans la façon dont vous le décrivez dans vos propos, et ensuite ça a été illustré par vos écrits, en tout cas le passage que vous avez lu à l'antenne. Oui. Il rapporte quand même, il vous rapporte cette scène érotique qu'il a eue avec une autre personne. Oui, oui. Et quelque part, d'un seul coup, vous trouvez dans une relation triangulaire fantasmée de votre part et rapportée par lui. Et j'ai pas pu m'empêcher de rapprocher à ce que vous disiez au début en disant un homme fidèle est très ennuyeux. Oui, oui. Parce que vous êtes seuls tous les deux. Oui, oui, peut-être. C'est très possible. Alors ça, je ne dis pas du tout. C'est une question, hein, c'est pas une affirmation. Oui, oui, hein. mais moi non c'est plus. Comme ça que je l'ai perçu. Oui, oui, mais en effet, j'en parle dans le livre aussi de cette rôle de rapport qu'ont les femmes. Qu'ont les femmes entre elles qui ont le même amant, et c'est une drôle de chose. Par exemple, il y a des femmes qui sont trompées et qui ont tendance à traiter la maîtresse de leur compagnon comme avec toutes les insultes qui leur vient à la bouche, et d'autres femmes qui ne supportent d'être trompées qu'à condition, qui ne supportent d'être trompées, qui vivent mieux la tromperie si la rivale est à leurs yeux belle, intelligente, autant dire, elles sont prêtes, elles aussi, à se laisser séduire par la conquête de leur compagnon, quoi. C'est un peu, les choses ne sont jamais simples entre les hommes et les femmes. Et tant qu'on peut jouer avec ça, c'est bien. Il me semble qu'il y a autant d'explications et de perceptions que de femmes. Oui, je crois que vous avez raison. Oui. Et je trouve que vous avez toujours un petit côté... pardon, je ne veux pas être déplaisante parce que c'est pas une critique, c'est juste une observation. Quelque chose de l'enfant en vous, quand je vous vois parfois à l'antenne. Oui, on me le dit souvent. Météo, il y a un petit quelque chose de la petite fille comme ça, toujours sautillante et... Oui, oui. Voilà. Mais maintenant c'est trop tard, je peux plus me refaire, je suis trop vieille. Donc je serai une vieille petite fille. Non, mais c'est pas un reproche ni une critique, c'est juste comme ça que je vous perçois. Oui, c'est vrai. Mais je crois que beaucoup de gens me perçoivent comme ça, et je crois qu'en effet il y a quelque chose en moi qui est resté très de la petite enfance, oui. Pardon. Non, je vous en prie, Léna. Si c'est indiscret, ne me répondez pas, mais je voulais vous demander si vous aviez connu, je ne veux pas dire le mot tromperie, mais juste, par exemple, le côté inverse, c'est-à-dire l'effet miroir. Vous, qui avez une relation avec un homme, qui lui-même a déjà un attachement avec une autre personne. Si moi j'ai connu ça. Vous avez expérimenté dans l'autre sens, alors. Oui. Donc vous connaissez tous les revers de la médaille. Je connais les deux parties, oui. Et vous l'avez vécu de la même manière? Oui. Ah, donc vous aimez cette relation triangulaire alors? Mais je pense, oui. oui, je pense. Je pense qu'arriver à mon âge et avec l'expérience amoureuse que j'ai eue, je pense qu'en effet, je ne peux tomber que sur des hommes infidèles, oui. Voilà. Infidèle pour une relation durable ou pas, mais voilà. Vous faites quoi comme métier, Léna? Écoutez, en ce moment, malheureusement, j'ai été consultante. Voilà, c'est ça. Mais voilà, en ce moment, je n'arrive pas à trouver du travail. C'est dommage, parce que vous êtes drôlement perspicace. Et puis en plus, vous jugez pas, donc ça va. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste que c'est pour ça que je pense que c'est très difficile d'intervenir, parce que ce sont des choses tellement de l'intime que chacun vit à sa façon. Mais j'ai essayé de vous suivre un petit peu dans vos pérégrinations, et j'arrivais comme ça à percevoir, mais je me disais peut-être que je me trompe, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai entrevu. Et c'était vraiment quelque chose vraiment je vous ai imaginé sur un fil tendu,
à pencher entre la souffrance, la douleur et l'amour, parce que malgré tout, vous exprimez de la douleur, même si... Forcément, d'être trompé, c'est jamais rigolo. Oui, et en même temps, c'est quelque chose que vous recherchez. Donc c'est vraiment c'est un équilibre assez difficile. Hein. Vous êtes très courageuse, en tout cas. Enfin, oui, mais enfin, maintenant, mais peut-être après avoir écrit le livre, ou j'écris le livre à cause de ça, il me semble que maintenant, je sais que la douleur se dépasse. J'en suis absolument certaine. Quelle que soit l'issue, hein, que ce soit pour continuer à aimer le même homme ou pour le quitter. Mais ça se dépasse et puis c'est pas si grave, quoi. Et vous pensez que ça peut être durable, un amour comme ça? C'est durable, j'en témoigne. Écoutez, ça a été un plaisir de partager cette conversation avec vous. Ah oui, moi aussi, Elena, merci beaucoup. Une bonne soirée. De votre écoute et de votre écoute généreuse. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de nuit. Au revoir, Elena. Au revoir. 08 92 23 95 20. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour. Bonjour, Brigitte. Ça a très mal commencé puisqu'on m'a raccroché au nez, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans ma voiture et j'ai le coup de foudre pour votre voix déjà. Même ce soir, parce que pourtant ce soir c'est... Oui, mais évidemment c'est difficile de parler de soi. Votre livre, je ne l'ai pas lu, je ne savais même pas qui vous étiez. J'ai entendu vaguement que vous vous présentiez la météo, maintenant je vois à peu près. Oui. Et en fait, ce que vous dites, j'appelle parce que j'étais une femme trompée, enfin j'étais une femme fidèle, trompée, une femme infidèle, pas trompée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et j'ai entendu, il y a une auditrice qui a appelé tout à l'heure, qui s'appelle Sarah, qui a dit de jolies choses aussi, enfin voilà, et je trouve que c'est la manière dont vous abordez le fait d'être trompée, bravo quoi. Et j'aimerais bien atteindre ce but aussi, quand moi-même je le suis. Philosophie de vie ou vie tout simplement? Pardon? Je demande à Catherine Laborde, philosophie de vie que vous avez décidé de suivre, Catherine, ou vivre tout simplement? Je sais, philosophie ça veut dire quoi déjà? C'est l'amour de la sagesse, c'est ça? Oui. Essayons l'amour de la sagesse. Essayons. Mais Brigitte, vous êtes une femme trompée, vous, c'est ça que vous dites? Oui, je suis une femme... Enfin non, j'étais une femme trompée. Là, actuellement, si j'ai une femme trompée, disons que je suis la maîtresse d'un homme marié. Ah oui. Donc cet homme se retourne actuellement beaucoup plus vers sa femme. Ah. Donc, qui est la femme trompée, je ne sais pas. Oui, ça change. Maintenant, j'essaye de le prendre avec un petit peu de... Bon, philosophie, non, mais un peu d'humour. Oui. Dérision. Vous avez réussi à faire un livre, et depuis que je suis un petit peu bouleversée par ce qui se passe, j'ai plutôt envie de faire une bande dessinée. Quelle belle idée. Parce que, malheureusement, je ne sais pas dessiner. Je peux remplir les bulles sans problème, mais je ne saurais pas dessiner. Parce que c'est vrai que, effectivement, je ne veux pas tomber dans le drame, dans cette situation pathétique qui est la douleur qu'on ressent quand on est trahi, trompé, écarté, évincé. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut fuir le drame, il faut essayer de faire un pas de côté, quoi. Oui. Parce que le drame, c'est... Voilà. C'est stérile, c'est... Oui. C'est mutilant, c'est burk. Alors, faut le subir, faut le transformer. Ça demande beaucoup de... Voilà. Bon, partez pour ça, pour la légèreté. On vous a trompé depuis combien de temps? Depuis toujours. Oui, c'est ce que j'entendais, que vous disiez, vous avez été une femme trompée, vous l'êtes et vous le saurez. Oui, c'est ça, oui. Depuis toujours. Et pour toujours, sans doute. Mais vous ne l'avez pas toujours pris aussi bien. Non. Oui. Non. Il y a encore des moments où je ne le prends pas aussi bien. Mais bon, comme disait Jean-Claude, c'est une philosophie, quoi. Je décide de le prendre bien. Et quand vous l'avez été, c'était par le même homme ou par d'autres hommes? Non, les hommes que j'ai aimés, oui. Ah oui. J'ai toujours connu des hommes infidèles. Oui. Donc les histoires se répètent, quoi. En fait, elles sont chaque fois différentes, heureusement. Mais bon... L'issue
d'issue récurrente alors. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai fini par penser que c'était moi qui attirais les hommes infidèles plutôt que... Voilà. Voilà, plutôt que le contraire, quoi. Ouais. Bon. Brigitte, pour vous, une phrase que j'extrais du livre de Catherine Laborde. Elle écrit, Catherine Laborde, « Celles qui se croient trahies parce que trompées enferment leur chagrin dans la sécheresse d'un corps encombrant. Mais le corps se souvient de l'homme aimé à ce qu'il manque. Le corps n'a pas de rancune, juste de la mémoire et du manque. Le sextoy entretient le manque et la disposition à l'amour, à l'homme aimé. » Oui. Oui. Non, mais ça, c'est des choses qui se lisent solitairement, Jean-Claude. Désolé. Oui. C'est pas des choses Mais j'imaginais que nous étions tous les trois. On peut témoigner à la radio. Mais oui, le corps a de la mémoire. J'espère qu'il n'y en a pas trop, d'une part. Et maintenant, non, j'espère qu'il n'y en a pas. Bon, eh bien, espérons avec vous alors. Voilà. Enfin, c'est vrai que chaque aventure, chaque expérience n'est pas comparable et est différente. Donc, oui. À part sa propre mémoire intellectuelle, bien que, comme vous disiez, l'amour charnel compte beaucoup, mais bon, la mémoire du corps, je sais pas. Des fois on peut l'accepter, des fois on peut la refuser, on est libre. Oui. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Brigitte. Bonne soirée, bon courage. Désolé pour le problème téléphonique de tout à l'heure, Brigitte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir Brigitte. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Un dernier extrait du livre de Catherine Laborde, La douce joie d'être trompé, aux éditions Anne Carrière. Quand on est trompé, la douce joie qu'on éprouve est aussi celle de celui qui vient de conquérir une nouvelle maîtresse. La joie de l'amour qu'il éprouve avec elle se partage avec l'autre femme. Dans la douce joie d'être trompé, il y a pour partie la joie d'un nouvel amour. Un nouvel amour, c'est l'ouverture, la grâce, l'énergie renouvelée. Bien sûr, l'homme qui trompe se sent fautif et justifie sa tromperie parce qu'il croit être la sincérité de ses sentiments tout neufs. Il en aime une autre. Il n'aime plus celle qu'il trompe. Discours inutiles. Morale étroite. Quand il aura compris qu'il n'a pas à se croire coupable, il ne se sentira plus tenu de n'aimer qu'une femme à la fois. Pour vous, Catherine, et pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est la bande-annonce d'un film qui sort aujourd'hui. Oui. Le truc le plus dingue que t'aies pu faire, que t'as jamais osé dire à personne. Je déteste ce jeu. On est debout autour d'un biscuit et on éjacule dessus et le dernier qui jouit mange le gâteau. Et tu as perdu? Oh Seigneur! J'ai embrassé un mot une fois. J'adore le porno. T'en veux un peu? Je n'en ai jamais parlé à aucun de mes petits amis parce que je n'ai jamais été amoureuse au point d'éprouver le besoin d'être totalement honnête. Jusqu'à John. J'ai pas été honnête avec lui. À propos de quoi? Est-ce que c'est sexuel? Maman, j'ai toujours entendu papa affirmer qu'il avait été le premier. Qu'il a couché avec Elvis? J'ai eu une relation avec Roy Orbison aussi. Roy Orbison! La comédie américaine, mes comédies de la vie tout simplement. Catherine, merci d'être venue en tout cas. Jean-Claude, merci beaucoup et puis merci à toutes celles qui ont appelé là, c'était
C'est bien la nuit comme ça de pouvoir parler, de pouvoir témoigner de quelque chose. Mais c'était pas exactement le livre, évidemment, parce que le livre que j'écris, c'est pas un témoignage, mais j'ai bien aimé que ces femmes appellent et racontent, et pas seulement se racontent, mais disent ce qu'elles avaient entendu aussi de ce qu'on s'était dit tous les deux toute la soirée. Merci. Vous pensez, Catherine Laborde, que de parler de ce sujet très intime, oui. je le conçois, permettra de faire en sorte que les femmes et les hommes aient une meilleure communication? Oui ou non? Avez-vous amené votre petite pierre à l'édifice, comme on dit? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, je suis une femme optimiste, mais là, non. Je crois pas. Je crois que le mystère de l'amour ne sera jamais résolu. Mais c'est peut-être une très bonne nouvelle, hein. Je crois que aussi l'incompatibilité entre les hommes et les femmes ne sera jamais résolue non plus.